pour la direction d'une association de conseil en entreprise pendant 10 ans en tant que détaché de Saint-Gobain et DRH. Donc j'étais DRH et dirigeant de la structure. Donc j'ai sur l'un et les deux Savoie, sur 24 conventions collectives et un statut, donc, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de communication avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de situations, à tous les niveaux, sur tous les sujets. Et un des constats que je me suis fait, c'est que déjà, moi, l'image que j'avais des RH avant d'y aller, c'est que, comme tout le monde, hein, c'était des gens qui étaient austères, qui viraient les gens, ils ne servaient à rien, à nous embêter, que quand ils parlaient, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, parce qu'ils avaient leur langage à eux, et ce n'était pas le langage de l'entreprise, c'était un langage un peu spécifique. Donc je me suis questionné, j'ai fait ce constat et je me suis dit, en quoi moi je peux amener une différence, je peux me faire accepter, parce que quand j'étais dans un codir, on me laissait 5 minutes à la fin, et encore, quand je dis 5 minutes, c'est ce qui était prévu, mais j'en avais que 2, et on emmerdait tout le monde avec nos indicateurs, nos trucs qui ne leur parlaient pas, on n'avait pas du tout le même langage, on était déconnectés et pas respectés. Donc sur ce constat, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas que j'apprenne à parler le même langage qu'eux? Et donc pour parler le même langage qu'eux, je me suis mis à chiffrer mes actions. Je me suis mis aussi à communiquer positivement sur les RH, arrêter de venir avec mes problèmes, mais venir avec mes solutions. Donc c'est un petit changement un peu culturel. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire avancer nos problèmes, mais je me suis rendu compte que quand on regarde nos collègues du commerce ou d'autres, eux, ils viennent pour vendre leurs solutions. Donc moi, je venais vendre mes solutions, et pour ça, il fallait les chiffrer. Donc quelques exemples simples. Quand on parle de l'absentéisme en permanence, que ce soit dans un codir ou dans l'entreprise, tout le monde sait ce que c'est l'absentéisme, mais personne ne mesure l'impact. Alors que c'est connu par tous les DAF que 1 point d'absentéisme, c'est 1,87 points de masse salariale. Donc, avec vos masses salariales, vous faites le calcul. Toutes les actions que vous menez et que vous faites réduire l'absentéisme, vous avez ça comme impact sur la masse salariale. Vous avez aussi l'impact que vous connaissez en tant qu'RH sur l'intérim et que vous pouvez chiffrer. Sur la productivité et la qualité, ça, moi, je ne suis pas comptable, hein, donc je ne souhaite pas l'être. Mais ça m'a coûté un café à la machine à café auprès du contrôleur de gestion qui m'a sorti des chiffres. Donc, de temps en temps, il faut aussi aller chercher les infos là où elles sont et les présenter. Et donc, quand j'amenais un plan en disant je veux travailler sur la QVT pour faire baisser l'absentéisme, voilà le résultat attendu. C'est 1 point de masse. C'est 1 point d'absentéisme en moins, donc 1,87 de masse salariale, X de productivité, Y de qualité et Z sur le coût intérimaire. Donc tout ça, j'ai chiffré. Et donc derrière, on a plus de crédibilité. Déjà, le DAF, il lève les yeux de son PC, il vous regarde, il vous écoute. Est-ce que vous parlez enfin son langage? Vous parlez enfin un chiffre? Et puis surtout, on est dans des entreprises privées pour la plupart, dont le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc c'est malheureux, on est dans l'humain, mais il faut pas oublier qu'on est embauché pour gérer l'humain qui est là pour faire gagner de l'argent à l'entreprise. Donc à un moment, il faut qu'on parle le même langage que les autres. Nos commerciaux, ils parlent prix moyen de vente, ils parlent mix, ils parlent part de marché. Et nous, on arrive et on parle de choses qu'ils ne comprennent pas. Personne n'intéresse, ça ne les intéresse pas. Donc il faut aussi les intéresser. Et puis ça permet aussi derrière, une fois qu'on a fait ce chiffrage, d'avoir de montrer qu'on n'est pas un centre de coûts, les RH, comme des fonctions support, qu'ils estiment être des centres de coûts, qu'on est aussi des centres de profit, qu'on rapporte de l'argent, qu'on peut démarrer des choses, qu'on est là pour faire avancer et pas simplement faire des économies. Des fois, c'est aussi des réels gains. Et puis, ça nous permet d'être crédibles sur nos actions. J'ai pris un autre exemple qui va vous parler, le recrutement. Est-ce que vous avez déjà chiffré le coût d'un recrutement raté? Eh bien, honnêtement, faites-le, parce que vous vous rendrez compte, alors hors votre salaire à vous, hein, mais la personne qui a été embauchée, la formation qui a été initiée et le reste, tout ça, ça permet de faire passer nos idées aussi sur les processus d'intégration, sur le recrutement, sur la marque employeur, et ça permet d'avoir une vraie théorie. Alors après, en plus, il y a le petit plaisir du je te l'avais dit, quand on vous force à prendre un candidat qui n'est pas celui que vous aviez voulu. Le fait d'avoir chiffré avant le mauvais, quand 6 mois plus tard, on vous demande à vous de mettre fin à la période d'essai ou de se séparer de la personne parce que ça ne va pas, vous pouvez dire ok, je le fais, c'est mon taf, mais n'empêche que je te l'avais dit, on vient de perdre 30 ou 40 000 euros, on va en dépenser autant, donc cette fois, j'aimerais avoir un vrai pouvoir de décision et d'influence sur le choix et que mes pratiques soient entendues. Ou sinon, on continue à lancer de l'argent par les fenêtres, mais dans ce cas-là, si on lance à la poubelle 50 ou 60 000 euros par an, ou même 100 000, tu ne viens pas m'embêter pour mon budget. Donc, tact.
Parce qu'il faut aussi, et c'est ça, il faut un petit peu défendre son beefsteak, un petit peu parler le même langage, sans être agressif, mais avec nos chiffres. Et ça, on l'a tous. On ne prend pas le temps de chiffrer nos actions, mais on l'a tous en nous, on connaît tous ça. Sur l'exemple du recrutement, la dernière entreprise où je suis allé faire une mission de 6 mois en CDD, c'était une grosse entreprise de la chimie, où les salariés, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur diplôme et autres, quand ils arrivent, ils ont à minima entre 12 et 18 mois de formation. Donc, c'est 50 000 euros que ça coûte à l'entreprise pour un opérateur. Parce qu'ils ont un formateur à temps plein qui les accompagne, ils ont des strates, on a des fascicules. Voilà, parce que c'est un domaine très, très technique qui s'apprend nulle part. Donc, une des choses que j'ai réussi à faire là-bas aussi, c'est de démontrer qu'avec cet enjeu-là, plus d'autres choses, il fallait redonner le pouvoir au RH sur le recrutement et arrêter que ce soit les responsables de production, les responsables de site, tel cut, quel dernier mot, parce que eux, ils avaient leur idée, telle personne de telle école, etc. Alors que nous, en RH, l'idée qu'on avait, c'était de dire que de toute façon, on va les former. Donc, les compétences, on s'en fout. C'est malheureux de dire ça, mais on s'en fout. Parce que quel que soit leur diplôme, ils ne savent pas faire ce qu'on fait. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est des savoir-être, c'est des personnalités, c'est des gens qui sont capables de se mettre en question, d'apprendre, enfin, tout ce que vous connaissez, et pas moi qui vais vous faire la leçon là-dessus. Donc voilà. Et donc, en démontrant le coût que ça représentait un mauvais recrutement, et on en avait, à ça, en plus, on rajoutait le coût de l'intérimaire, parce que derrière, il faut prendre de l'intérim qui n'est pas autonome, et qui est refacturé à deux. Donc, tout ça, on chiffre et on démontre que voilà, il faut laisser au RH la main, le choix et faire évoluer les pratiques. Donc, j'ai d'autres exemples aussi sur la formation. Christophe, Oui, je t'en prie. je te coupe 2 minutes parce que j'ai vu qu'il y avait Adrien qui Ah, avait levé la main. ah, Donc, avant que tu enchaînes sur un autre je sujet, t'en prie. tu peux prendre la parole. Vas-y, vas-y. Merci, bonjour à tous, bonjour Christophe. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Comment tu calcules le coût d'un recrutement raté? Qu'est-ce que tu prends en compte dans le calcul? Alors, ce que je prends en compte, c'est le temps qu'on a passé déjà au recrutement. Si on a pris un cabinet, ben, le coût du cabinet. Mais bon, moi, pour ma part, on n'avait pas de cabinet. Sinon, ce que je prends aussi, c'est les salaires qu'on a versés à la personne, du début à la fin. Ce que ça va nous coûter en intérim entre le moment où il sera parti et le nouveau où il sera arrivé, qu'on a dépensé en action de formation. Donc moi, là, dans l'exemple que je te citais, ben, c'est simple, j'avais le salaire de mes formateurs qui étaient là, plus tout ce qu'on fournit dans le package de formation. Donc mes formateurs, on était voilà, c'était des agents de maîtrise dans la chimie avec forcément un niveau d'expertise important sur des postes en 5-8. Donc en termes de rémunération, on était quand même pas loin de 80 000 euros par an, de formateurs chargés. Donc ça, il faut le compter. Parce que là, souvent, il y a 30, 60, 80 jours de travail, on les compte, parce que c'est mis à la poubelle. C'est très bien pour le candidat qui ne fait pas l'affaire, mais pour nous, c'est zéro. Et puis, bah voilà, comme je disais, il y a l'intérim, il y a les dysfonctionnements. Alors ça, c'est simple. Je suis allé voir le contrôleur de gestion, encore une fois, et je lui ai demandé, telle équipe, l'équipe E, d'ailleurs, c'était l'équipe E, qu'est-ce qu'on a eu comme perte de prod? Qu'est-ce qu'on a eu comme surcoût? Parce que forcément, il a fallu des remplacements. Donc, des remplacements avec notre convention collective, c'était dit des primes supplémentaires pour des remplacements au pied levé, etc., etc. Des heures sup, là en chiffres. Et ça, on a tout dans le logiciel de SIRH, puisque c'est nous qui les saisissons dans la GTA. Donc, voilà, on sait qui a fait quoi. J'ai fait des copier-coller dans Excel avec un petit tableau, tu colonnes. C'est assez facile à faire, quand on réfléchit. Et puis, on n'est pas à l'euro près. On n'est pas comptable. Oui, oui, oui. On arrive avec une estimation. Moi, je dis toujours environ. Ou une fourchette. Mais de toute façon, quand on est dans ce ordre d'idées, de chiffres, là, c'était entre 30 et 40 000 euros. De toute façon, ça parle. Il n'y a pas besoin de chiffrer à l'euro près. Quand vous dites ça à un directeur d'exploitation, ça lui parle. Ou à un DG, ça lui parle. Et donc, ça permet aussi de dire, même au responsable de site ou au responsable de prod, donc, l'IRH, notre utilité, elle est là. Parce que toi, tu te plains tout le temps pour un intérim, pour un truc. Et nous, notre valeur ajoutée, elle est où? Elle est d'éviter qu'on gaspille l'argent. Tu es le premier à te plaindre, donc faisons. Et ça permet aussi que souvent, le DAF dans les CODIR, qui n'est pas toujours le meilleur ami du RH, vient devenir notre meilleur ami. Parce qu'il se rend compte qu'on n'est pas qu'un centre de coût, il se rend compte qu'on a aussi des intérêts en commun. Donc c'est bien aussi d'avoir des alliés dans chaque réunion, parce qu'on n'en a pas forcément. Et au niveau du RH, les alliés, quand vous êtes au premier CODIR et que vous n'avez pas fait ce travail, croyez-moi, vous vous sentez très seul. Donc il faut le faire. C'est pas de la politique, mais presque. Et c'est surtout de défendre ce qu'on fait.
Parce qu'on a toujours tendance, et c'est normal dans notre métier, on a tellement de boulot. On est tous sous l'eau, on abat les choses et on ne prend jamais le temps de valoriser notre travail. Sauf qu'un travail qui n'est pas valorisé, c'est un travail qui ne vaut rien. Au sens, pas ce qu'on a fait, ça vaut rien, mais au sens de la crédibilité qu'on en a. Si on ne le valorise pas, ben, ça veut dire qu'on lui met une valeur de zéro. Donc il faut valoriser notre taf. Il faut prendre ce petit temps de se dire ce que j'ai fait, ce que ça a rapporté, est-ce que ça a amené à l'entreprise. Alors il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la qualité. Hein. On peut parler, il y a l'humain, mais il faut valoriser notre travail. C'est la seule façon qu'on ait un peu de pouvoir, un peu d'écoute et qu'on pèse réellement notre poids. Parce qu'on est partout, on est dans tous les sujets, on intervient sur tout et on n'est pas reconnu. Donc si on veut être reconnu, ben, il faut qu'on donne des façons de se faire reconnaître. L'exemple que j'aime bien donner souvent pour le RH, pour moi, le RH, même si je ne suis pas footballeur, je suis plutôt rugbyman, c'est un gardien de but. C'est-à-dire que vous pouvez faire 50 arrêts dans le match, c'est normal. Vous laissez passer un ballon, prenez un but, vous faites crépir. Et bien c'est un peu ça. On a 50 sujets. On va tous les traiter en temps et en heure, nickel. Il va y avoir une erreur sur une saisie en feuille de paye, sur une formation, sur un truc, une petite erreur. On se fait pourrir parce qu'on attend toujours le standard pour un RH, c'est la perfection. J'aime bien cette expression que tu m'avais donnée, Alex. Tu m'en as parlé dans notre discussion en off. J'avais retenu le RH gardien de but. Moi, l'expression que j'utilise souvent, c'est les RH, c'est comme l'électricité. Tant qu'il y en a, tu ne te rends pas compte qu'elle est là. Et le jour où il n'y en a plus, c'est le bordel. Voilà. Donc, on a ce rôle qui est primordial. On est quand même, on est le seul sur le terrain qui n'a pas le même job que les autres, en plus. Parce qu'on nous, on se sert de nos mains, on se sert de tout, on doit être hyper. Voilà, on se sert de nos 4 membres, on fait tout. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple. Et pour autant, on est toujours hors groupe, on n'est jamais dans le truc. Donc, il faut qu'on fasse partie de l'équipe. Il faut qu'on s'impose. Et il n'y a pas 36 solutions, il faut gagner le leadership. Alors, si je prends encore la même analogie du foot, on a eu un capitaine de l'équipe de France pendant très longtemps qui était gardien, comme il a fait, il s'est imposé par son leadership, par ses qualités, et puis aussi pour remonter ce qu'il a amené à l'équipe. C'est aussi ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on sait avoir le leadership avec nos équipes, on sait avoir le leadership avec les salariés quand on est dans la médiation, dans la négociation, et l'ayons avec nos collègues de direction, dans les autres services, pour montrer qu'on a notre utilité et valoriser notre travail. Christophe, voilà. il y a Adrien, je t'ai répondu? Non, c'est bon? Ouais, merci beaucoup. J'espère pour oui, Adrien, j'espère. Il y a Sandra qui posait une question aussi, une question intéressante, c'est comment on fait si dans l'entreprise, il n'y a pas de service contrôle de gestion? Par exemple, si on est dans une petite boîte, parce que toi, tu as parlé, c'est vrai que tu as une expérience à grandes entreprises. Il y en a beaucoup de filles, notamment de femmes RH qui me suivent et qui sont plutôt dans des PME. Est-ce que tu as vu comment on fait pour ce type de personnes, dans ce type d'entreprise? Je te dirais, plus l'entreprise est petite et plus c'est facile. Parce que là, le contrôleur de gestion, souvent, dans les très grands groupes, j'ai connu, tu as un contrôleur de gestion qui s'occupe d'un site, voire même certainement d'une ligne d'activité. Donc, il faut aller en voir plusieurs quand tu veux certains chiffres. Ou alors, il faut aller voir le DAF qui ne te renseignera pas. L'avantage dans les petites entreprises, généralement, c'est que tu as un comptable qui, lui, a à peu près une idée de tout. Enfin, il y en a forcément un. Ou alors, quelqu'un qui fait la saisie pour la compta. Et puis, toi, tu peux aller chercher dans les chiffres. T'es pas obligé, comme je te dis, tu n'es pas obligé de chiffrer à l'euro près. Donc, déjà, si on reprend l'autre exemple, si tu as déjà, toi, les factures intérim, tu les as. Parce que c'est toi qui fais les déclarations d'heures, c'est toi qui valide la feuille d'ADECO ou de Menway, voilà. C'est toi qui le fais. Tu as le taux de refact, tu as tout. Donc, tu peux déjà faire ça. Après, sur la productivité et autres, si tu n'as pas un comptable, tu as un chef de prod, lui, il a des indicateurs à remonter. Il connaît sa productivité, il est jugé là-dessus, il connaît ces choses. Donc, quand tu vas le voir, en plus, il a besoin de toi pour ce sujet en question, parce que c'est un remplacement ou autre. Bah, dis-lui, ça a été quoi l'impact? Tu peux me chiffrer? Moi, j'ai besoin que tu me chiffres. Et là, le chiffre, l'impact d'un salarié en moins dans ton équipe, d'une perte en qualité ou autre. Et ça, c'est justement comme ça aussi qu'on entretient les relations avec nos collègues, qu'on valorise notre travail. Question toute bête, que j'en vois aussi, même dans les petites boîtes, il ne faut jamais être un code du travail sur pattes. C'est-à-dire que quand vous posez une question, si vous avez la réponse, il ne faut jamais la donner du tac au tac. Alors, dans certains contextes, si, mais quand vous êtes avec d'autres directions, faites comme eux. Vous leur dites, attends, c'est compliqué, je reviens vers toi, même si vous avez l'info. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez revenir vers eux, avec un mail ou avec je te rappelle, je te dis, ils auront l'impression que vous êtes allé chercher une info. Ils se rendront compte de la complexité de ce que vous avez donné, alors que vous n'êtes pas un guichet automatique. Et ils vous font pareil généralement quand vous leur demandez quelque chose. Et des fois, ils l'ont la solution.
C'est juste de leur montrer que vous faites un effort. Et ça permet juste, ça, des fois, de valoriser psychologiquement dans la tête de l'autre ce qu'on fait pour lui. Ça aussi, c'est un petit tips qu'on peut utiliser pour tous les jours, valoriser notre job sans argent, sans rien. Quand on vous demande un truc, de temps en temps, quand c'est un peu complexe, vous dites attends, je ne réponds pas à ta question tout de suite, il faut que je regarde, je reviens vers toi. Ça permet voilà, de montrer que nous, ça nous coûte un petit peu quelque chose. C'est un peu comme les certains qui disent combien de temps on a mis pour écrire à un artiste une chanson, il vous dira j'ai mis 25 ans et 5 minutes. Voilà, 25 ans de travail et 5 minutes pour l'écrire, mais c'est parce que c'est le fruit de ce travail des 25 ans. Et ben c'est aussi ça, nous, nos expériences RH. Il faut qu'on sache valoriser notre job. Qu'on puisse Oui, montrer c'est que. soi-même, Voilà. ne pas attendre que ce soit les autres qui valorisent la fonction RH, parce que sinon on peut attendre très longtemps. Et c'est intéressant ouais, que tu soulignes. C'est ce qui était un peu ressorti aussi de nos discussions, c'est qu'au-delà d'astuces concrètes sur des calculs, ça, vous êtes suffisamment fort et forte pour savoir, en cherchant comment faire les calculs exactement. C'est ce que souligne Christophe et qui est intéressant, et que je trouve intéressant à vous partager, c'est que c'est surtout en fait une question de psychologie et de confiance et de vouloir valoriser sa fonction en tant que fonction une des plus importantes, sinon la plus importante de l'entreprise, et le montrer aux autres et ne pas se dire, ne pas avoir un syndrome de l'imposteur qui va faire qu'on va se dire non, je ne vais pas me mettre en avant parce que c'est l'humain que je vais mettre en avant, je vais travailler dur et rester dans mon coin, etc. Et il y a tout un côté politique en entreprise qu'il est important. Mais moi, tu vois, ça me fait réfléchir sur ce que tu dis. C'est vrai que je ne mettais pas assez en avant mes relations en tant qu'RH avec le responsable de prod, avec les comptables. Pourtant, de fait, c'était mes potes d'entreprise avec qui je discutais, mais je ne pensais pas assez à le mettre au service de mon poste. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, dites-le dans le chat, ou si vous voulez prendre la parole, il n'y a aucun souci, vous cliquez sur la main et vous pouvez prendre la parole pour donner votre ressenti, vos anecdotes personnelles, etc. Ou même si vous avez aussi des conseils à ajouter pour les autres, n'hésitez pas à le faire. Mais même moi, ça me fait réfléchir ouais, sur le passé et comment je mettais pas assez ça en avant, comment j'utilisais pas assez mes relations en entreprise justement au service de l'impact que je voulais avoir en entreprise. Donc j'ai l'impression que c'est assez courant. Oui, il faut qu'on fasse, parce qu'en plus, eux viennent toujours nous solliciter. Ben, nous aussi, il faut qu'on sache se demander de l'aide. Alors, des fois, en tant qu'RH, c'est dur, parce que, comme tu dis, on a le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai eu, hein, parce que j'ai aucune formation initiale en RH. Donc, j'étais qu'en plus, j'étais très jeune, donc j'étais avec des gens plus âgés, qui sortaient de grandes écoles. Donc, j'ai dû bosser comme un chien pour me former, faire le job et tout. Mais tu as toujours un peu ce sentiment. Mais pour autant, il faut être crédible. Si tu veux faire avancer tes idées sur l'humain, il faut que tu aies la parole. Pour la parole, il faut être crédible. Et donc, pour être crédible, il faut faire le job, se retrousser les manches, vaincre sa timidité, faire tomber certaines barrières. Et puis, il faut y aller, quoi. Et puis, surtout, quand on demande quelque chose, le pire, c'est qu'on vous réponde quoi? C'est qu'on vous réponde, non. Donc, vous vous retrouvez à la situation initiale. Vous n'avez rien perdu. Vous avez demandé, on vous a dit non. Vous n'avez rien de plus, rien de moins. Donc, la seule chose que vous risquez, c'est d'avoir une réponse favorable. Le seul risque, c'est d'avoir gain de cause. Donc, de temps en temps, il faut tenter. Et puis, il faut demander un coup de main aux collègues, comme disait Marie. Moi, je le faisais souvent. Et puis, en plus, ça permet d'amener du lien. Ça nous aide pour tout. Parce que on en a besoin au-delà de la valorisation, hein, mais même sur nos actions. Pour beaucoup de nos actions dans l'humain, si on n'a pas connaissance de nos équipes, on ne peut pas avancer. Si je reprends un exemple concret, moi, dans chaque équipe, même si j'ai fait que 6 mois dans cette boîte, dans chaque équipe, je savais qui était le leader de l'équipe. Ce n'était pas forcément le chef d'équipe, hein, quel était le leader de l'équipe. À qui il fallait que je parle pour faire passer mes idées dans l'équipe. Il y a toujours une personne, il y a toujours un ou deux à qui on parle. Si on leur parle à eux et qu'ils sont avec nous, tout le monde sera avec nous. Il faut les identifier. Et ça, psychologiquement, on a les ressorts en tant qu'RH. On connaît les gens. Ça, c'est de l'humain pur. Et une fois qu'on les a, on peut faire avancer nos idées. C'est pareil dans un codir. Si vous avez un DAF, comme moi j'ai connu, qui était fermé, voilà, polytechnicien, hein, c'est pas avec lui que vous allez faire lui qu'il faut convaincre en premier. Par contre, si vous avez le directeur commercial, qui est plutôt quelqu'un d'ouvert, sympathique, etc., c'est le premier à aller voir pour se l'allier, et en travaillant sur des sujets qui lui parlent. Et ainsi de suite. Après, avec la prod, si on a de bonnes relations, on fait avancer ça, nos idées, il écoute, il relance un petit peu au codir, il soutient, et on se fait nos alliés, et petit à petit, on avance. Voilà, c'est comme si demain je me mets au saut en hauteur, j'en ai jamais fait, je ne vais pas mettre la barre à 2,20 m. Je vais la mettre à 1 m, je pense. Pour commencer, on fait pareil, on commence step by step et on fait les trucs comme on peut. Après, quelques autres petits tips. Donc, sur la valorisation, il y a un gros point que vous pouvez valoriser, c'est la formation. La formation, c'est toujours vu comme un centre de coût, 9 fois sur 10. En plus,
on ne va pas se mentir, on est entre nous, 80% du budget de formation, quand on est dans l'industrie, c'est la réglementation, c'est les réglementaires, les CACES, les habilitations, etc., etc. Dans les services, je connais un peu moins, mais je suppose qu'il doit y avoir aussi du réglementaire qui bouffe une partie du budget. Et bien là, si on veut faire avancer nos idées, il faut chiffrer. Il faut dire, si j'investis tant, quel est le retour sur investissement? Alors, ça, c'est simple. Pour l'investissement, c'est le coût de la formation. Mais après, c'est à nous, justement, de bouger. Si on veut faire initier telle formation dans l'entreprise, qu'est-ce que ça rapporte? Et c'est là qu'il faut qu'on chiffre. Et là, oui, eh ben, il faut faire comme les commerciaux font. Hein. Vous croyez qu'une politique de vente, c'est de dire, voilà, bah demain, on va faire 50 clients de plus avec tel chiffre d'affaires. Est-ce qu'ils ont une certitude? Non, c'est un objectif. Eh bien, c'est pareil. En RH, il faut raisonner objectif. Si on investit 20 000 euros dans la formation sur telle solution, on espère obtenir ce gain-là. Par contre, là où il faut être honnête avec soi-même et les autres, c'est que derrière, 2 ans après, quand on fait le bilan, on fait un retour sur investissement. Et on regarde si réellement ce qu'on a mis en place, ça a produit les effets pour gagner en crédibilité. Il faut jouer à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc ça, sur la formation, c'est un super levier pour faire passer vos idées, parce que dans les changements que vous avez, en tant qu'RH, on les a tous, bah, il faut qu'on s'implique sur la formation. Et puis, ça permet aussi, à certains moments, bah, de montrer certaines choses, parce qu'il y a des arbitrages qui vous sont défavorables en formation. Et ben, c'est aussi pareil, de montrer qu'on ne vous écoute pas, donc tact. Mais vous avez chiffré. Moi, j'ai un exemple qui me revient, toujours dans la dernière entreprise où je suis passé, une formation pour conduite de chaudière à vapeur. Bon, parce que là, tout va bien dans le meilleur des mondes. On me la refuse. On me dit non, il ne faut pas la faire. C'est la prod qui m'a demandé, il ne faut pas la faire. Budget, c'est vrai qu'elle était extrêmement chère. C'était 10 000 euros la formation. Bon, contact. Sauf que bah, moi, avec la prod, je lui ai dit attends, ils ont dit non, on va préparer quelque chose. On a préparé un petit document disant on prend note que vous avez dit non. Attention, pour l'instant, on vous alerte. Si tel salarié, il lui arrive quoi que ce soit demain et qu'on tombe en panne, l'usine s'arrête pendant 24 à 48 heures. C'est le délai d'intervention du sous-traitant. Donc taxe. Et puis la loi de Murphy étant ce qu'elle est, ben, au retour du ski, notre salarié s'est cassé la jambe. Et une semaine après, la chaudière est tombée en panne. Il y a eu 48 heures sans, parce que c'est bien sûr, c'est tombé un week-end. Donc il y a eu 48 heures sans travail possible sur le site. C'est toi qui l'as saboté ou c'est toi qui as saboté la... Non, je ne l'ai pas saboté, je n'aurais pas porté la poisse, j'aurais simplement parlé de la loi de Murphy. Hein. C'est que quand tout doit se passer mal, tout se passera mal. Et mine de rien, eh ben, ils ont perdu 1 million d'euros pour 10 000 euros d'investissement sur la formation. Voilà. Entre les pertes de production, les pénalités clients pour la livraison et tout le reste. Ben, qu'est-ce qu'ils ont dit du coup? Comment ils ont réagi? Ah bah, ils ont réagi. Nous, c'était pas. Au début, il y a eu une tendance à dire bah, c'est de la faute des RH, je ne comprends pas qu'on n'ait pas formé quelqu'un, une deuxième personne. Et on leur a ressorti le mail en disant mais attendez, nous, suite au bilan et l'arbitrage, voilà ce qu'on vous avait alerté. On vous avait alerté. On vous a fait un mail pour alerter. On n'a pas fait une demande, on a fait la demande. Et après, on a fait un mail pour alerter parce qu'on est consciencieux et qu'on chiffre les risques. Et nous, le risque, on l'avait chiffré. Il était en plus, on avait chiffré moins que ça. On avait marqué 800 000 euros. Parce qu'on ne pensait pas que ça allait tomber pile un week-end. Là, ça a été top. Jackpot. Donc, on leur avait chiffré en disant le risque, il est là. Et ce qui fait que, de toute façon, on n'avait pas le choix. On a dû faire intervenir le truc. On a pris une formation en urgence. Là, ce qui était drôle pour l'anecdote, c'est que c'était à la PAV, la formation, et à la PAV de Lyon, leur chaudière à eux était en panne. Donc, la formation a été annulée et reportée 3 fois. Jusqu'au jour où on leur a dit venez, que vos formateurs viennent sur notre site pour former notre gars. Parce qu'ils n'avaient même pas l'outil pour former. Donc même l'institut de formation ne pouvait plus former. Et c'est certifiant, il n'y a personne d'autre que ceux qui l'ont qui peuvent le faire. Donc le risque a couru pendant encore un certain temps. Et ce que ça a gagné, c'est que le service RH de l'entreprise, maintenant, quand ils faisaient leur plan de formation, il y avait une petite case dans le tableau, alerte. Et là, on alertait sur les risques. On a pu passer, par exemple, un truc tout bête, mais la formation sur la discrimination pour les gens qui font du recrutement, qui est obligatoire, mais que personne ne fait. Et bien montrer que même si l'inspection du travail pourrait nous mettre une mise en demeure, il n'y a pas un risque important, c'est quand même une obligation qu'on ne remplit pas. Et donc, encore une fois, on alerte en disant attention, en cas de contentieux prud'homal, ça peut coûter cher. Ce n'est pas tellement l'inspection, c'est le contentieux prud'homal qui peut coûter cher. Est-ce que tu conseilles de passer par de l'écrit, du coup, de faire des alertes à l'écrit? Parce que des fois, on voit passer ça, le fait qu'il faut tout mettre par écrit. Moi, c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais RH. Dès que j'avais des problématiques d'alerte, etc., je mettais tout par mail pour pouvoir récupérer. Tu le conseilles?
Alors moi, je le conseille à une seule condition, c'est d'en faire peu. C'est-à-dire que, un peu, il faut bien les mesurer. C'est-à-dire qu'il faut alerter sur les choses importantes, très importantes, avec des gros enjeux. Et là, il faut faire un écrit. Un, pour se couvrir, parce que sinon, c'est toujours de la faute du RH, de toute façon, c'est possible. Et deux, pour démontrer notre utilité dans l'anticipation. Parce que souvent, on nous dit, vous anticipez pas. Ben, nous, on peut leur prouver avec ces alertes que si on anticipe. Et ça, il faut les mettre, celles qui sont primordiales comme ça, il faut les envoyer à qui de droit par écrit, ça c'est sûr. Par contre, dans toutes nos communications, il faut mettre des alertes. Alors, ce n'est pas forcément de faire un mail à la personne concernée en disant je t'alerte que. Non, non. Quand on nous demande les besoins de formation, on rajoute la colonne alerte en disant on alerte là-dessus, 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 avec le budget, on ne peut pas le faire et c'est une obligation. Ou en anticipation, on anticipe un futur risque. Et là, on ne peut pas avec le budget. Sur l'intérim, par exemple, moi, je me suis battu pour que on revienne avec 2 agences, parce que le groupe en question possédait voulait qu'on n'ait qu'une seule agence. Et je leur ai dit non, on va prendre 2 agences pour la bonne et simple raison que quand on n'a qu'une agence, eh ben, le service rendu n'est pas le même que quand on en a 2. On peut se dire ce qu'on veut, parce que quand il y a un tout petit peu de concurrence, eh bien, il y a aussi un petit peu de concurrence sur le service qui nous est rendu. Et ben ça, on l'a mis en alerte. Comme ça, après, même si c'est choisi, pas choisi, s'ils voient que le taux de refact, que les candidats qui nous sont envoyés ne sont pas les mêmes, on aura prévenu. Et on peut prouver qu'à telle date, on a prévenu. Alors, ce n'est pas une alerte formelle, mais dans chaque doc, on marque nos préconisations, nos alertes pour l'anticipation, toutes nos idées qu'on a. Alors ça coûte rien, parce que ça, on le sait tous et on l'a tous en nous. Mais au lieu de se le dire dans le bureau avec le collègue en disant putain, fait chier, ils nous ont raboté, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous écoutent jamais, et on écrit ce qu'on préconise. Préconisation, alerte, et après ils décident, ils arbitrent, c'est leur job. Hein. Moi, c'est pas le mien, c'est le leur. Mais en tout cas, on pourra démontrer qu'en temps et en heure, que nous, sur tel sujet, on a préconisé, alerté, et ils ont décidé. Voilà. Il y a Ça une permet de aussi, ouais. voilà. Une question. Ouais, il y a une question de Laure sur ce sujet de la formation, voilà, avant que tu passes à autre chose. Comment peut-on faire un retour sur investissement chiffré en prévision de la mise en place d'une formation qui est plus difficilement mesurable, par exemple sur du management? Alors, sur le management, alors ça, c'est l'éternel débat des formations de management. Alors, sans rentrer dans le débat sur le fond de la formation de management, mais il y a une solution. Si tu fais une formation de management, c'est que tu as repéré qu'il y a un souci. Alors, soit il y a un souci de management, parce que c'est un junior qui a besoin d'être accompagné, etc. Donc ça, tu peux le mesurer rapidement. Si c'est dans une équipe de production, tu auras la productivité de l'équipe, tu as les rebuts, tu as plein de choses qui font que cette équipe est moins bonne que les autres. Tu as l'absentéisme, qui peut démontrer une certaine tension dans l'équipe. Tu peux avoir des demandes de changement d'équipe, qui sont aussi des tensions palpables ou visibles. Et ben, c'est simplement le retour sur investissement, c'est de ne plus avoir à gérer et à compenser les changements d'équipe, parce que ça veut dire souvent un recrutement, souvent des primes pour les changements, souvent aussi eh ben, à devoir reformer quelqu'un, parce que tu n'as pas toujours les mêmes postes dans chaque équipe. Si je prends un autre exemple sur le management, tu as le commerce, où là c'est flagrant. Moi je l'ai vécu dans le commerce, j'avais un directeur régional des ventes qui était, on va dire, qui avait un management bien à lui, et ça se transmettait par un turnover phénoménal de commerciaux sur le secteur. Donc on était sur un quart de la France quand même, donc c'est pas un petit secteur. Moi, ça m'occupait beaucoup, beaucoup de temps de recruter et il les faisait partir plus vite qu'on les recrutait. Et ben, une des choses de la formation manager que j'ai obtenue pour lui, ça a été de dire on va mesurer ça sur le turnover de la fonction de la force de vente. Là, on parlait même pas d'objectif parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire une vente qui était déjà partie. Donc, mais on aurait pu aller jusqu'à dire ben, on va récupérer des parts de marché, on va avoir de la progression, ils vont gagner des prospects, ils vont travailler là-dessus. Tout ce qu'on attendait d'eux, ben, je me suis basé sur le turnover. Et justement, là, je reviens à ce que je disais sur les coûts des recrutements. J'ai rattaché ça au recrutement, le management. Et si je prends un autre exemple alors qui est aussi vécu sur la compta, où on avait un responsable comptable qui était pareil, avec un management un peu déficient, et là où on avait une grande souffrance, avec des risques psychosociaux avérés, et ben là j'ai fait le lien sur le retour sur investissement sur les comptes rendus de CHSCT, qui étaient nettement moins dangereux pour nous, on va dire ça gentiment, sur une amélioration des conditions de travail des salariés concernés, sur aussi une efficience dans le service, parce qu'il y avait moins d'absentéisme, il y avait moins de tensions qui généraient des conflits, qui généraient eux-mêmes de la perte de qualité. Tout ça, tu peux le chiffrer. On a tous les en plus, que ce soit sur l'absentéisme dans le service comptable, tu l'as dans ton SIRH, sur tout ce qui est la qualité
Ça, tu les as aussi en se discutant rapidement avec tes copains, toujours, savoir est-ce que ça va mieux. Et le turnover, tu es le premier concerné pour savoir qui rentre, qui sort de l'entreprise. Donc voilà comment tu peux faire un retour sur investissement sur certaines formations management. Et puis sur la QVT, sur les risques psychosociaux, ben, toi, généralement, tu es présent en CHSCT. Tu n'es pas tout seul, hein, tu es avec le dirigeant, souvent. Lui, il est aux premières loges pour savoir si ça se passe mieux ou si ça se passe moins bien. Et crois-moi que si ça se passe mieux et qu'il n'a pas une organisation syndicale qui vient titiller régulièrement là-dessus ou des élus, le retour sur investissement, il le verra. Tu n'auras pas besoin de lui chiffrer. Voilà. C'est vraiment Au être management. perspective enfin, d'aller vraiment investiguer, d'aller chercher l'info, d'aller recouper les éléments. Et en plus, c'est bien parce que c'est hyper stimulant aussi en termes de travail. C'est plus stimulant que faire des pointages ou faire voilà, de la gestion des temps basiques ou avoir l'impression de subir son poste. Là, c'est aussi intéressant voilà, d'aller investiguer, d'aller préparer des dossiers, d'aller préparer des arguments, d'aller se dépasser soi-même aussi pour après présenter ses idées, avoir la satisfaction de faire de la satisfaction de convaincre, la satisfaction d'aller avec un but, d'atteindre l'objectif et du coup voilà, ça peut aussi être une bonne façon de vivre son poste différemment. Même je pense à des RH qui sont un petit peu peut-être fatigués de la façon dont elles gèrent leur métier. Une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce qu'il faut que je change de poste? Est-ce qu'il faut que je quitte le métier carrément? Et des fois, il y en a certaines qui font des retours d'expérience, comme quoi le fait d'avoir vécu leur poste différemment, d'avoir changé d'état d'esprit par rapport à leur poste, ça leur a permis de retrouver un second souffle et d'avoir une carrière qui soit plus épanouissante parce qu'ils et elles ont vu leur poste différemment. Et ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça peut être une bonne façon aussi de vivre son poste différemment que de reprendre la puissance de son poste, en fait, de reprendre la main sur… tu vois, ça me fait résonner avec plein d'exemples de mon passé de RH où je me dis, c'est vrai que soit parce que j'ai mis en place des choses comme ça, alors si je peux apporter un élément alors c'est un élément, c'est un peu touchy, mais que j'avais mis en place moi. Alors, je ne sais pas si c'est applicable dans tous les cas, mais pour le côté persuader, convaincre, moi, j'avais utilisé notamment sur mon chef la psychologie inversée. Parce que je m'étais rendu compte que mes idées avaient du mal à passer parce que c'était mes idées. J'étais face à un chef qui était assez sexiste, qui avait du mal à accepter des idées de gens plus jeunes, des idées de femmes, c'était un peu compliqué pour lui. Donc, ce que je faisais, en fait, c'est que je faisais en sorte qu'il pense que c'était son idée à lui. C'est-à-dire que je faisais une stratégie en 2 temps. Je soumettais une idée, je ne sais même plus qu'est-ce que c'était comme idée, mais des idées sur la QVT en général, parce que j'essayais d'améliorer ça dans la boîte où j'étais. Il disait que c'était une idée de merde, hein, évidemment, la première fois que j'en parlais. Je laissais le truc courir. Et c'est arrivé plusieurs fois que quelques semaines plus tard, ils viennent vers moi en me disant « Tu sais, j'ai eu une super idée pour améliorer les conditions, tout ça. » Et ils donnent l'idée que j'avais donnée il y a quelques semaines. Et je me suis dit à l'époque, le but que j'ai à terme, c'est d'améliorer les conditions de travail. Donc, je ne lui ai pas dit, mais c'est mon idée, évidemment que je veux le faire, puisque c'est moi qui te l'ai donné il y a quelques semaines. Non, j'allais dans son sens et je lui disais, mais c'est super, j'adore l'idée que tu me donnes là, c'est vraiment top, il faut le mettre en place. Et c'était comme ça, en fait, que ces idées-là étaient mises en place, parce que j'avais compris la psychologie de cette personne. Il avait besoin que ça vienne de lui, et il y a quand même pas mal de gens, en fait, qui fonctionnent comme ça, surtout des gens qui ont des fonctions haut placées dans les entreprises. Elles ont besoin de penser que ça vient d'elles, que ça vient d'eux. Et voilà, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'utiliser ça, mais moi, ça m'était resté. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait un post, mais je crois que oui, je le referai. Parce que vraiment, la psychologie inversée en entreprise, c'est hyper intéressant. En fait, même les RH, souvent, on est très intéressé par la psychologie. Enfin, en tout cas, moi, la psychologie, la sociologie, c'est vraiment des sujets que j'adore. Et on peut vraiment les utiliser, en fait, sur notre poste. Et en RH, c'est comme on est intéressé par ça, tu l'as souligné tout à l'heure, on peut le réutiliser, mais pour son propre intérêt, en fait. Et finalement, notre propre intérêt en tant qu'RH, c'est l'intérêt des collaborateurs le plus souvent. Donc, il n'y a pas de scrupule à utiliser des choses qui, finalement, vont avoir un but vertueux. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais… Mais moi, je suis 100% pour. Moi, personnellement, j'ai été aussi, je me suis formé à l'animation de formation pour adultes et à la conception de modules de formation. Et une des choses qui m'a aidé là-dedans, c'est justement la gestion des phénomènes de groupe, typiquement. Parce que c'est aussi ça, une entreprise. Hein. C'est un grand groupe, une grosse famille. Et en psychologie, il faut bien la comprendre. Et moi, je réagis sur ce que tu dis, Marie. Moi, je l'ai eu fait en 3 bandes, ce que tu faisais.
C'est-à-dire qu'une fois, une idée, je savais qu'il fallait qu'elle avance, l'idée, mais si elle venait de moi, elle ne serait pas passée. Par contre, si elle venait du commerce, elle serait passée. Parce que tout ce qu'ils demandaient à cette époque-là, ils avaient justement dans les relations du donnant-donnant, des discussions, d'aller boire le café avec mon collègue du commerce. Je lui ai dit, tu vois, ce serait quand même génial ça, etc. Et vu que c'est un vrai commercial, c'est-à-dire qu'il sera toujours premier sur la ligne d'arrivée, il s'est encouru, il a vite couru pour aller proposer l'idée et me la piquer. Et je m'en foutais. Moi, ce qui compte, c'est surtout que je sais qu'elle passe. Et moi, par moi, elle ne serait pas passée. Donc, j'ai accepté volontairement qu'on me la vole pour qu'il la présente. Et je l'ai soutenu. Je n'ai pas été voilà, pas de rancune, rien. Il ne faut pas avoir d'ego quand on est RH. Hein, on est au service du collectif. Donc, il faut être malin. Et oui, la psychologie, ça aide. La roublardise aussi. Pour plein de choses, ça peut fonctionner. Alors, je les conseille, par contre, dans les phénomènes de groupe, d'arriver dans le machiavélisme à monter les uns contre les autres. Ce n'est pas le but, mais c'est plutôt de savoir qui sont nos alliés, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Petit à petit, on se fait nos alliés. Je rebondis aussi sur ce que disait Marie. Les infos, il y en a qui les ont, tout le monde les a, les infos. Mais c'est dans nos relations du quotidien. Il faut prendre le temps de. On est en lien de partout. Il faut prendre le temps de discuter avec certains. Je fais. Ils nous demandent des choses. Demandons aussi, intéressons-nous à eux, posons les bonnes questions. Des fois, en passant 10 minutes avec une personne, on obtient plus d'informations que si on se mettait 1 heure à notre PC, la tête sous l'eau, enfoncé dans notre trou et tout seul, et notre porte de bureau est ouverte, il n'y a personne qui vient, on est tout seul dans notre cocon, on n'avance pas. Et non, on est là, on étend tous les sujets. Et allons sur le terrain, voyons les sujets, discutons avec les gens. Vous aurez plus d'infos, plus de fiabilité, plus aussi de reconnaissance, parce que c'est pas uniquement la personne qui est dans le bureau et qui se trompe sur ma feuille de paye ou qui me fait chier avec mes congés, etc. On a aussi un rôle là, c'est de montrer qu'on est des humains comme eux, qu'on est au service. Et puis, ça vous fait votre réseau, comme vous le faites aujourd'hui lors de cet échange, faites-vous votre réseau dans l'entreprise, avec pas simplement les collègues de la machine à café. Tous les autres fonctionnent comme ça. Nous, les RH, il faut qu'on apprenne à sortir de notre cocon à un certain moment et aller voir les autres pour avoir des infos. Ils les ont. On en a besoin. On gagne du temps à avoir leurs infos. Des fois, un coup de fil vous fait gagner 1 heure de travail. N'hésitez pas à appeler et dire, je suis embêté de te déranger, mais tu me sortirais une épine du pied si tu pouvais me sortir tel chiffre ou m'aider sur tel sujet ou m'expliquer ça. Ils vont vous dire oui. Et puis au pire, si vous dites non, vous avez perdu 2 minutes. Donc c'est quoi l'enjeu? C'est rien. Par contre, vous avez gagné 1 heure si vous réussissez. Et en plus de ça, vous montrez votre humilité, vous montrez que vous êtes dans l'équipe, vous savez aussi donner des infos, vous savez en demander, vous êtes comme les autres. Et voilà, donc ça valorise aussi ce que vous faites parce qu'on se rend compte que vous êtes en galère et que vous tapez un petit coup de main, un petit truc. Ça montre aussi de la valorisation parce qu'on montre on est sous l'eau pour de vrai. On n'est pas caché dans le bureau à faire croire qu'on finit à 19h parce que on avait envie de faire du présentéisme ou qu'on gère les trucs ou la tête de dernière minute quand il n'y a plus personne et que c'est nous qui sommes là à saisir sur SNET, là, tout s'embêter. Non, on est aussi là pour aider les autres. Et donc les autres peuvent aussi un peu nous aider. Il ne faut pas hésiter. Dernier sujet, pour exemple concret, si vous voulez, parce que j'en ai d'autres, mais c'est limité pour le temps, sur les endroits où on peut valoriser, c'est les accords d'entreprise. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais sur certains accords, on était là, moi je trouve souvent au début de ma carrière, vu j'étais là comme un aide juriste ou un négociateur, certes, mais je n'avais pas voix au chapitre sur les objectifs que nous, on voulait pour l'entreprise. Et je trouve ça dommage, parce qu'on est le lien entre les salariés et l'employeur. Et donc, c'est aussi à nous, des fois, pour qu'un accord soit bon, de se positionner en médiateur. Et un bon médiateur, c'est un bon négociateur. Si vous êtes bon négociateur, vous serez bon médiateur. Ça, j'en suis convaincu. Donc, dans les accords d'entreprise, aussi, là, il faut valoriser. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que les salariés, si je prends l'accord d'intéressement, c'est un truc que tout le monde à peu près connaît, si on veut que ça fonctionne, il ne faut surtout pas le laisser à la main au DAF. Parce que lui, il va vous dire, moi, je veux que le résultat d'exploitation ou le besoin ou je ne sais pas, même le chiffre d'affaires soit à tel montant, etc., etc., que les indicateurs économiques. Vous allez voir les salariés de la boîte, même les cadres, la plupart ne connaîtront pas la signification de ces chiffres et ça n'aura aucun intérêt pour eux. Si vous leur dites qu'il faut que la VAP, la valeur ajoutée par personne, soit à temps pour qu'on déclenche un cinquième de l'assiette de la... Non, c'est bon, on oublie. Donc, c'est à vous, par contre, de savoir ce que veut le DAF, ce que veut la DG et de transformer en éléments concrets. Moi, je lui fais ce boulot sur plusieurs exemples. C'était une entreprise avec laquelle j'avais des liens et j'ai beaucoup discuté avec eux. Ils avaient un gros problème, c'était dans la logistique. J'ai regardé leur compte et j'ai vu que tous les ans, ils avaient une provision de 200 000 euros. 200 000 euros, je dis c'est quoi? Il m'a dit c'est la casse. C'est tout ce qui est cassé sur au chargement, déchargement, etc., etc. J'ai trouvé le chiffre énorme. Et je lui disais, en intéressement, il avait que des trucs qui parlaient à personne. Je lui dis, mais si tu as ça là,
Tu as déjà ta provision, pour moi, tu as ta provision d'intéressement. Tu ne cherches pas plus loin pour ton accord. Tu prends tes 200 000, tu dis aux salariés, ils sont budgétés, tout ce qui ne sera pas dépensé de ces 200 000, les économies réalisées, donc la non-casse, donc de la qualité, eh ben on fait 50-50, 50% pour l'entreprise, 50% pour les salariés. Donnant. Et je lui dis, de toute façon, toi, tu n'as rien à perdre, tu les jettes à la poubelle. Et pour les salariés, prendre soin à ce que je charge et je décharge, je ne se casse pas. Pour des mecs, des caristes, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus clair comme motivation, comme objectif et comme simplicité dans l'action. Et quel est l'impact, quel moi, en tant que salarié, quel impact j'ai sur l'intéressement? Bah, voilà, je l'ai fait sur le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Nous, le groupe Saint-Gobain voulait absolument qu'on ait ça comme indicateur. Ça parle à personne. Alors j'ai dit OK au DAF, mais tu viens faire le tour de tous les sites avec moi et on leur explique à quoi ça correspond et à quelle est leur action dessus. En prod, si vous gérez bien les stocks, le besoin en fonds de roulement diminue, donc on atteint l'objectif. Les commerciaux, c'est bien beau de faire des ventes, mais si vous n'allez pas chercher les impayés, le besoin en fonds de roulement d'exploitation augmente, on perd de l'intéressement. On a donné des exemples concrets à chaque catégorie de salariés pour qu'ils comprennent. Et ça aussi, ça a permis d'avoir un bon accord, des salariés impliqués, et aussi ça. Donc la valorisation, des fois, même, c'est pas simplement les euros, c'est aussi d'expliquer un peu l'économie d'entreprise aux salariés pour qu'ils puissent s'approprier. Et dans les accords d'entreprise, on peut faire du chiffrage, comme on a fait au-dessus, mais on peut aussi faire ça, c'est-à-dire quantifier les besoins de l'entreprise ou les objectifs aux volontés des salariés et essayer de trouver un point commun d'accord ou autre. C'est comme sur la NAO, à certains moments, quand il y a des bisbilles pour 0,5% d'augmentation générale, moi ça m'est arrivé, de sortir de la salle avec mon directeur général, de lui dire pourquoi tu ne leur proposes pas que le vendredi de l'ascension, personne ne travaille. Une journée de congé en plus, c'est 0,5% de la masse salariale, c'est ce qu'ils demandent. Toi, tu es bloqué, ça, le groupe ne le saura pas. Est-ce que ça te va? C'est des choses qu'on peut aussi, nous, avoir dans les discussions, qu'on peut faire bouger. Et ça, pour ça, il faut avoir en tête, et on les a tous en tête. On sait combien notre masse salariale, on sait combien de jours de congé, on sait ce que c'est l'impact. Voilà, un jour, c'est 0,5% de la masse salariale. Un mois, c'est 8,2%. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît par cœur en tant qu'RH. Il faut s'en servir. Bon, amener des fois de l'eau au moulin, et tu lui dis, tu perds quoi? De toute façon, cette journée-là, commercialement, elle est morte. Production, pour démarrer les machines, etc. C'est une journée, il faut choisir une journée bien, bien spécifique. Il faut aller redémarrer les bécanes, il faut faire les trucs, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est des petits trucs. Alors sinon, pour d'entreprises qui sont en 5-8 toute l'année, qu'on soit 5 jours par an, c'est de leur dire on rajoute un RTT exceptionnellement cette année. Ouais. C'est des petites choses, des petites astuces en valorisant, et quand on a cette vision du chiffre, sans être comptable, mais des chiffres que nous, on a à l'RH, il faut qu'on sache nos chiffres. C'est les nôtres. Vous voyez, je n'ai pas une seule fois donné de chiffres qui sont introuvables ou inquantifiables ou qu'on ne connaisse pas et qu'on ne sait pas de quoi on parle. Moi, je ne suis pas comptable. Vous voyez, mais tous ces chiffres-là, on les a. Il faut s'en servir. Ça gagne en crédibilité, en action, en clarté. Et puis derrière, ça nous permet de gagner un peu de leadership, parce que je pense et je reste convaincu qu'il faut que les RH reprennent un peu de pouvoir dans les entreprises. Moi, personnellement, je souffre de l'image encore des RH dans beaucoup d'entreprises, et puis du fait qu'on ne soit pas au niveau de pouvoir qu'est le nôtre. Alors, ce n'est pas pouvoir pour le pouvoir, mais on a tellement de champs décisionnels, tellement de champs d'application, qu'on n'est pas considéré à la juste mesure de nos compétences et de nos apports. Et si nous, on ne parle pas le langage des autres et qu'on ne démontre pas ça, personne ne le fera pour nous. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça permet aussi de construire une image positive avec les exemples que tu as donnés. Ça donne une image positive des deux côtés de la barrière, du côté des collaborateurs et du côté de la direction. La direction nous voit comme quelqu'un qui est plus affirmé, qui sait de quoi elle parle, qui a accès justement, qui a, comme tu disais, ce côté chiffre qui permet de faire passer les RH, de montrer que les RH ne sont pas juste le service des hippies et qui a aussi un volet business derrière. Et de l'autre côté, les collaborateurs, c'est vrai que souvent, les critiques qui sont faites au RH, c'est que les collaborateurs pensent qu'on est contre eux, qu'on n'est pas du tout pro-salarié, qu'on ne s'occupe que de la direction et que de ce que veut la direction. Alors que de fait, c'est plus souvent subi qu'autre chose. Et là, le fait de reprendre la main sur ça, ça permet aussi de
parce qu'on parle tout le temps du fait que les RH, il faut que ce service communique plus auprès des salariés, communique plus, tout ça, mais on n'a pas forcément de conseils concrets pour le faire. Et là, tu nous donnes des exemples concrets. Et c'est super que tu aies donné des exemples aussi concrets, parce que c'était ça que je voulais qu'on apporte aujourd'hui, c'était arrêter de faire des discours très lointains par rapport à ce que ça peut donner sur la réalité du terrain, avec des exemples super concrets, encore une fois. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, il y a eu quelques questions super pertinentes. Après, voilà, normal, voilà, on n'a pas été beaucoup, mais moi j'ai l'impression que vous avez eu accès à quelque chose d'hyper précieux et d'hyper concret. Et je te remercie infiniment, Christophe, d'avoir été aussi honnête et aussi voilà, concret dans tes exemples. Et bon, je vois que tout le monde doit un petit peu y aller. C'est vrai que la pause de midi, surtout le 21 décembre, je sais que tout le monde doit être en train de clôturer un peu tout le monde. Et bah, merci déjà d'avoir été là. Merci à vous. Merci. Intéressant. Oui, j'espère que ça vous a parlé et que même juste avant les vacances comme ça permet un peu de se remettre un petit peu en forme, comment dire, de reprendre un petit peu courage pour 2024. Si vous n'avez pas plus de questions, je propose qu'on clôture là.